Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Suzuki DFE 125 de 1999. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, j'ai de nouveau le privilège d'avoir un abonné qui me ramène une machine vraiment rare. Alors c'est pas une machine qui est rare de par son exclusivité ou son prix, vu que c'est une moto qui coûte très peu cher maintenant, mais c'est rare parce que globalement en France ça a été vendu très peu de temps et aussi ça a fait globalement un échec, il n'a pas trouvé son public. Donc vous connaissez peut-être chez Suzuki la gamme DR, qui sont donc des motos trail motorisées par des monocylindres, et cette machine c'est une DF. Contrairement à la DR, celle-ci se veut pour un usage agricole, une moto de fermier, très certainement pour ça qu'elle s'appelle DF. Globalement, cette machine, c'est une DR 125, mais on va dire modifiée afin qu'elle soit beaucoup plus pratique et utilisable comme un bon utilitaire. Et la grosse différence, déjà, c'est le look. L'ADR se veut quand même un minimum sport, une filiation avec les machines d'enduro de tout terrain. Celle-ci, pas du tout. On voit qu'elle est très banale. Et surtout, elle a d'origine, vous le voyez, des protections ainsi que des porte-bagages, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, qui lui donnent un petit côté presque militaire, surtout aujourd'hui dans cette couleur vert kaki. Clairement, au niveau du design, cette moto n'était pas faite pour être valorisante ou attirante pour les jeunes. C'était vraiment un utilitaire. Donc cette DFE 125, comme sa sœur DR, est motorisée par un monocylindre de 125 cm3, un petit moteur assez classique à 2 soupapes qui délivre à son maximum 12 chevaux. D'ailleurs, il me semble bien que les deux moteurs sont strictement identiques d'une machine à l'autre. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir tester cette machine quasiment en configuration d'origine. Esthétiquement, la seule modif que j'ai pu repérer, c'est les clignotants à l'arrière. Vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas de ceux d'origine. Ceux d'origine sont encore présents à l'avant, mais à l'arrière, ça a été remplacé. Quand on prend les commandes de cette machine, la première chose qui surprend, c'est la hauteur de selle. La moto, quand on la regarde, semble un peu haute, et en fait, la selle est extrêmement basse. Du haut de mon 1m70, lorsque je me mets sur cette machine, j'arrive à mettre les deux pieds parfaitement à plat. C'est très surprenant pour moi, vu que visuellement elle me semblait plus grosse que ma moto personnelle, qui est une Yamaha AG100, elle aussi une moto qui se voulait à un usage agricole. Eh bien, bien que au niveau du gabarit, cette DF semble plus grosse, eh bien, la position de conduite est vraiment très très basse. Donc là, vous voyez, je m'arrête, j'ai les deux pieds parfaitement à plat. D'ailleurs, la selle est tellement basse que ça fait que j'ai les genoux qui remontent un peu haut. Je pense que quelqu'un de grande taille pourrait trouver cette position désagréable. Au niveau du buste, sinon, on est parfaitement droit. La machine est extrêmement facile de prise en main comme la plupart des 125. La seule chose qui surprend, c'est le poids sur le train avant. On a un petit flou, une petite imprécision, et je pense clairement que cette sensation est due au fait que cette machine est avec une roue de 21 pouces. Ça alourdit un peu la direction, mais ça reste quand même très facile à la prise en main. Au niveau du poids, cette machine est donnée tout plein fait pour 125 kg. Ce qui est, on va dire, raisonnable pour une 125, mais c'est aussi très loin des meilleurs de la catégorie. Vu qu'on est très droit sur cette machine, la prise d'info autour de nous ne pose aucun problème. Je peux quasiment me retourner, ça sans lâcher le guidon. Et pour prendre les infos de ce qui se passe derrière moi, j'ai les deux rétros qui sont d'origine. Rétros qui surprenamment sont parfaitement carrés. C'est assez bizarre, mais je vois plutôt bien ce qui se passe derrière. Allez, première petite accel avec cette moto. Il n'y a pas de compte tour sur cette machine, hein. C'est une moto qui se voulait vraiment entrée de gamme. On prend de la vitesse, je dirais, assez normalement pour une 125. Mais clairement, on voit bien que cette machine n'a pas été taillée pour la performance, hein. Comme je vous le disais, la moto est globalement d'origine, y compris au niveau de l'échappement. Mais malheureusement, cet échappement a quand même assez mal vieilli. Et il y a une fuite à celui-ci entre la jonction des deux pièces, ce qui fait que le bruit actuellement est légèrement supérieur à la normale.
direct. Allez, je sors de l'agglomération, j'accélère un peu fort. Et là, vous voyez que dans les tours, ça devient vraiment bruyant. On remonte à 80-90 sans trop de difficulté. Il y a quelques vibrations qui remontent le long du cadre. Ça, si vous êtes en train de serrer le réservoir avec vos genoux, bah, il y a beaucoup de vibrations d'un seul coup. Et il y en a aussi des vibrations qui remontent dans le guidon. Alors j'arrive sur un virage que je prends à basse vitesse. Alors la moto n'est pas compliquée à manœuvrer, mais clairement il y a vraiment du poids sur l'avant, un espèce de flou qui est assez désagréable, il faut l'avouer. Par contre, la machine reste maniable parce que les pneus sont extrêmement fins. Je vous le disais, à l'avant c'est du 21 pouces et c'est du 90 de large si je me souviens bien. À l'arrière c'est du 18 pouces en 110. Comme d'habitude, je vais utiliser cette route pour tester l'accélération. Avec uniquement 12 chevaux pour 125 kg, je me doute que je n'arriverai pas à arriver à 100 km/h ici. On va voir jusqu'où elle peut monter. Il n'y a bien sûr aucune aide électronique sur cette machine, il n'y a pas d'électronique du tout d'ailleurs, et il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien. Allez, on est parti, voyons ce que ça donne. Est-ce que je peux au moins monter à 80-90 ? Le problème c'est que j'ai pas de contour, donc je sais pas si je suis proche de la zone rouge du maximum. J'arrive à 80, maintenant il faut que je freine. Je pense clairement que je n'ai pas utilisé toutes les performances moteurs parce que justement je ne sais pas où se trouve le maximum possible. Et vu qu'il y a cette fuite à l'échappement, je suis très certainement induit en erreur par le bruit. Donc on va recommencer ça dans l'autre sens. On va tenter un petit demi-tour, donc vous voyez que j'ai les deux pieds parfaitement à plat. Je braque à fond, l'angle est une fois de plus satisfaisant pour ce genre de machine. Et je réussis, vous le voyez, à tourner quasiment sur moi-même, vu que je finis pile au milieu de la route. Donc ça braque très très bien. C'est reparti pour une accélération, je vais essayer de monter jusqu'au rupteur, même si ça va forcément me faire perdre un peu de temps, afin de voir jusqu'où va ce moteur. Et ensuite je me concentre sur le freinage. Allez, let's go! Ouais, il y a vraiment du bruit quand on arrive à très très haut régime. Là je suis à 80. Allez, je freine, frein arrière ça freine quasiment rien, frein avant, ça va. Ça va, mais on n'a pas non plus une sensibilité de dingue, hein. On est très très loin de ce qu'on pourrait avoir sur une 125 moderne. À l'arrière, sur cette machine, au niveau du freinage d'ailleurs, c'est un frein à tambour. Et là, la sensibilité est plutôt mauvaise, hein. Quand on appuie, il y a une grosse zone morte, et ensuite, ça freine d'un seul coup. C'est difficile à jauger. Le frein avant, lui, c'est un disque avec un étrier monopiston. Donc une fois de plus, technologie, on va dire, entrée de gamme. Et ça ralentit la machine de manière satisfaisante, mais franchement, on a connu bien mieux. Le ressenti d'ailleurs, au niveau des leviers, n'est pas forcément terrible. Et ces deux leviers, que ce soit le frein ou l'embrayage, ne sont pas réglables. Si vous ne maintenez pas le moteur dans les tours à chaque rapport, il est relativement difficile de monter à 80. Et là j'ai passé la 6e, je suis sur le plat et je suis en train de perdre de la vitesse. Au niveau des commodos sur cette machine, c'est relativement simple. On a bien sûr toutes les commandes habituelles concernant l'éclairage, le klaxon, tout ça sur la gauche. Et à droite, coupe-circuit, démarreur, ainsi que le bouton qui permet d'allumer ou d'éteindre les feux, vu qu'à l'époque ce n'était pas encore automatique. Et la seule particularité, c'est que tout est un peu carré. Sinon, les fonctions sont standards. En ce qui concerne le tableau de bord, c'est réduit au plus simple. On a juste un compteur de vitesse. Dans ce compteur, on a également bien sûr le kilométrage de la moto et un petit trip à rouleau. Et il n'y a que 3 voyants, le neutre, le clignotant, ainsi que le feu de route. C'est tout. Après, il n'y a pas forcément besoin de plus sur ce type de machine. Et si je compare avec ma AG 100, eh bien il y en a beaucoup plus des infos sur cette DF que sur ma AG qui n'a globalement rien.
Bon, je pense que vous en doutez, mais cette machine est bien sûr alimentée par un carburateur, ce qui fait qu'il n'y a pas de voyant pour la réserve. Lorsque vous tombez en réserve, il faut tout simplement changer la position du robinet du réservoir qui est sur le côté, et à peu près au même endroit vous avez également le starter. Voyons si ce moteur est souple. Là je suis en 2, 3, 4, 5. Ah, je suis à 5 à 30 km/h quand même, c'est plutôt souple. Après forcément, c'est un petit monocylindre, faut pas non plus lui demander l'impossible. Là si j'essaie de réaccélérer, il se passe globalement rien. Je redescends dans les rapports et je monte dans les tours. Dans ce virage, ça se penche assez facilement. L'avantage de cette machine par rapport à les autres motos de cette gamme, c'est vu que la selle est très basse pour une moto qui est relativement haute, eh bien on n'a pas forcément la même impression de tomber dans les virages comme sur les vraies machines d'enduro qui ont des selles très élevées. Là au final on a l'impression d'être au poste de conduite d'une machine standard, comme un petit roadster. Alors sur ce Dodan, la machine se comporte parfaitement bien, les suspensions ne sont pas trop molles ni trop fermes. Là je vais reprendre ce Dodan à un peu moins de 40. Franchement c'est très bien, ça amortit très bien, c'est pas sec, c'est pas comment dire trop mou. Sur cette machine, la fourche à l'avant bien sûr c'est une fourche standard, pas inversée. On a quelques petits soufflets pour protéger les joints et les tubes. Et à l'arrière c'est un mono amortisseur qui est réglable lui. Allez, je vais prendre ce Dodan à 50. Et clairement, on le prend sans même s'en apercevoir. Vous pouvez même aller encore plus vite que ça, il vous suffit de vous lever de la selle. Pour ça, c'est vraiment génial. Alors, on va accélérer un peu dans cette succession de virages, ou du moins on va essayer de suivre les voitures devant. Bon, dans une descente, on arrive à reprendre de la vitesse assez normalement. La machine reste facile, pas trop lourde, mais elle ne vous incite pas vraiment à avoir une conduite au sport. Et il y a quand même beaucoup de vibrations, ça, je suis assez surpris. Alors, je prends ce rond-point, la machine se penche assez facilement, toujours juste ce sentiment de lourdeur du train avant. Je ressors, et là je redescends mes vitesses, sinon j'arriverai pas à prendre de la vitesse. Vous pouvez voir que c'est assez long pour remonter à 80 km/h. Il y a énormément de vibrations. On peut voir que la machine a quand même du mal pour dépasser le 90. Donc clairement je ne vais pas monter sur l'autoroute, ce serait dangereux. Théoriquement, cette moto a une vitesse max de 110 km/h, mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui est atteignable par quelqu'un qui serait plus léger que moi. Et surtout, ça reste une moto un peu typée tout-terrain, même carrément typée tout-terrain. Donc les vitesses sont assez courtes. La montée sur l'autoroute n'aurait pas grand intérêt. Ce genre de moto, de toute façon, n'a pas été conçu pour ça. On va plutôt essayer de se trouver un ou deux petits chemins. Bon, concernant l'éclairage, j'en avais déjà un peu parlé. Vous pouvez voir que tout est à l'ancienne, tout est à ampoule avec ce gros phare rond typique. C'est vraiment une machine basique. Et les clignotants sont assez énormes d'origine. Mais ça apporte un certain cachet maintenant. On a l'impression que c'est presque une moto de collection, alors qu'elle n'a que un peu plus de 20 ans. Ce qui me surprend, c'est que dans les virages avec cette machine, contrairement à la plupart des enduro supermotards qui auraient tendance à me faire sortir la jambe, là on est assis tellement bas que c'est plutôt le genou qui sort automatiquement. C'est assez surprenant sur ce type de moto. Bon, sinon dans les virages à assez basse vitesse, vous voyez que ça se passe très bien. Un Dodan que je prends assez vite. La selle est très molle aussi, elle est assez confortable et avec mon poids elle a tendance à s'affaisser, ce qui rajoute encore à la faible hauteur de selle. Alors me voilà maintenant dans un chemin. Voyons comment cette machine se comporte. Oh là là, la taille des trous, c'est aberrant par ici.
Alors en y allant à faible allure, ça passe plutôt bien. Quand on se met debout, eh ben, la position est assez agréable. Franchement, j'ai une bonne maîtrise de la machine, le guidon n'est pas trop bas. Si je compare avec ma AG100, eh bien on est beaucoup mieux au niveau de la position debout sur cette DF. Et je surplombe complètement, je vois bien ce qu'il y a en face de moi. La machine à bas régime se comporte très bien. Mais clairement, j'envisagerais pas de rouler très fort en mode un peu sport avec cette moto. Mais de toute façon, il ne faut pas oublier que ça n'a pas été conçu pour ça, hein. C'est une machine de travail. Et le souci, c'est que actuellement, le frein arrière est tellement inefficace que lorsque je suis en position debout, je peux quasiment pas l'utiliser. Ça, c'est vraiment un problème. Je pense qu'il y a un souci au niveau du réglage. Le fait que le moteur soit souple, ça me permet aussi de descendre à très bas régime, sans difficulté. Bon, j'y vais lentement parce que j'ai clairement pas l'équipement. Si je me retrouve le cul dans la flotte, ça va me faire tout bizarre. Allez, on va faire de nouveau un petit tour dans une zone de forêt. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je n'ai que très peu d'expérience en tout terrain, donc je ne vais pas me lancer dans des trucs de dingue. Ce que j'essaie de faire, c'est un usage à peu près représentatif de ce pourquoi la moto a été construite, c'est-à-dire un usage agricole. Et je pense clairement que ce genre de chemin, c'est pour ça que cette DFE a été construite. Et franchement, ça se passe sans aucune difficulté. Et clairement, les suspensions sont vraiment bien. La seule chose qui me bloque un peu, c'est le frein. J'ai pas confiance du tout dans celui-ci, ni à l'avant ni à l'arrière. Quand c'est un peu meuble, j'ai l'impression que la sensibilité ne me renvoie jamais des infos suffisantes. Je sais pas si ça ralentit un peu, si ça va pas bloquer d'un seul coup. C'est assez pénible pour ça. Et même en laissant mon gros cul sur la selle, eh bien, de nouveau, c'est très confortable, hein. Je peux prendre ce chemin sans aucune difficulté et dans un très grand confort. Oh là là, mais je comprendrai jamais ça. Pourquoi les gens viennent en forêt jeter des merdes, quoi. Il n'y a pas de déchetterie en France, c'est quoi ce délire, quoi? De nouveau, des saloperies un peu partout. Mais qui vient balancer ces merdes en forêt, quoi? Si vous avez une réponse à ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, hein. Franchement, ça m'intéresse, hein. Bon les amis, je pense que vous l'aurez compris, hein, au niveau des performances, c'est une petite 125 utilitaire. C'est vraiment fait pour travailler, hein. Ça n'a pas été conçu pour procurer vraiment du plaisir ou du fun. C'est un utilitaire. Maintenant, au niveau des autres caractéristiques de cette machine, concernant les rangements, vu que la selle est extrêmement basse, vous doutez bien qu'il n'y a pas vraiment de rangement sous la selle. Mais le constructeur a bien pensé les choses. Vous avez sur le côté une petite boîte qui permet de ranger des outils, qui étaient d'ailleurs fournis avec la moto. Ça, c'est plutôt sympa. On a également, comme sur beaucoup de machines un peu anciennes, un attache-casque, ce qui peut être vraiment pratique. En termes de consommation, comme la plupart des 125, ça consomme environ 3 litres au 100, donc une consommation standard, et le réservoir fait un peu moins de 13 litres. Donc on a quand même une autonomie qui est plutôt pas mal. Vraiment, l'avantage de ce genre de machine, c'est comme je le fais actuellement, on passe d'un chemin à une route, à un chemin. Vu que c'est une moto qui est tout à fait homologuée, on se pose pas de questions, on n'est jamais dans l'illégalité. Ça, c'est vraiment ce que j'adore avec ce genre de petite machine. Et surtout, je le rappelle, la caractéristique principale de cette DF par rapport à la DR, c'est justement sa capacité à prendre des bagages d'origine avec le support à l'avant, le porte-bagages à l'arrière. C'est vraiment hyper pratique, et quand on y a goûté, on se demande vraiment pourquoi il n'y a plus ça sur les motos d'origine actuellement. En plus, en termes de coût d'entretien, ce sont des machines très faciles à entretenir. Même un mécano amateur réussirait à faire la maintenance sans aucune difficulté. Tout est accessible, donc les coûts d'entretien sont réellement réduits au minimum.
sur ce genre de machine, c'est vraiment appréciable. Donc comme je vous le disais, cette machine a été vendue pendant assez peu de temps en France et ça a été globalement un échec commercial. Je pense pas en fait qu'il y avait réellement suffisamment de clients pour une moto qui se voulait purement utilitaire en France. Maintenant d'occasion, c'est assez difficile à trouver. Si jamais vous réussissez à en dénicher une, le prix est rarement élevé, hein. Ça se négocie entre 1000 € et 1500 pour un modèle qui serait vraiment en état exceptionnel. Donc sur ce modèle, on dira que la rareté ne fait pas forcément le prix. Et pour finir sur une comparaison avec ma moto personnelle, la AG100, celle-ci est quand même un peu plus performante, un peu plus lourde, plus valorisante sur son gabarit. Et je pense qu'en réelle capacité tout-terrain, celle-ci doit être un poil mieux avec sa route 21. Mais sinon, les deux machines, on sent bien qu'elles ont été conçues pour la même chose. Aucune performance, mais vraiment des chameaux capables de transporter des trucs très facilement. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire concernant cette DFE de 1999. Si vous avez des questions concernant cette machine, eh bien mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez ce modèle ou si vous l'avez possédé, eh bien donnez-nous votre retour d'expérience. Ce sera très apprécié vu que, comme je vous l'ai dit, la moto a fait globalement un échec en France et a eu très peu d'infos sur cette machine. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine qui est venu jusqu'ici afin de me la mettre à disposition. C'était très sympa de sa part. Et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu vu que j'en réalise très régulièrement. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et surtout, veillez à tous. Un peu comme ma AG100, hein, je sens vraiment que cette machine n'a pas été conçue pour être utilisée, on va dire, énormément sur route, hein. C'est une machine de fermier qui doit être utilisée dans la forêt, dans les champs, pour rassembler les troupeaux de moutons ou ce genre de trucs. Elle est capable d'aller sur la route, mais c'est clairement pas là-dessus qu'elle brille, hein.